Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès, vice-présidente du Rassemblement. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une actualité politique très dense en ce début du mois de mai. Nous allons commencer par une information qui a été rendue publique ce matin. On en parlait dans le journal il y a un instant. Le rejet par le Conseil d'État du recours que vous aviez déposé en demandant l'annulation des résultats de 9 bureaux de vote. C'était dans le cadre du référendum du 4 octobre 2020 et des incidents qui avaient émaillé ce scrutin. Vous êtes déçu, on imagine, de ce rejet ? Écoutez, ce qui est très important pour nous, c'est que lors de l'examen de cette requête au Conseil d'État, le rapporteur public du Conseil d'État s'est exprimé en ces termes. Les opérations électorales dans le Grand Nouméa ont été émaillées d'incidents particulièrement regrettables qui avaient clairement méconnu les principes démocratiques de liberté et de sincérité du vote et avaient exercé une influence indue sur les électeurs. Donc, le rapporteur du Conseil d'État, le rapporteur public, admet ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie et ces irrégularités graves qui se sont produites, mais l'État était appelé en défense. Et l'État qui était appelé en défense avait demandé à ce que la requête soit considérée comme irrecevable, au motif que quand bien même le Conseil d'État accédait à notre demande, c'est-à-dire l'annulation effectivement de 9 bureaux de vote, des résultats de 9 bureaux de vote, eh bien cela ne changeait pas le sens de la consultation. C'était toujours le non qui l'emportait. Il n'y a pas d'effet, même si les résultats... Vous, ce que vous attendiez, c'était quand même que les résultats de ces 9 bureaux de vote soient annulés. Oui, parce que si vous voulez, nous considérons, et c'est ce que nous disons dans le communiqué que l'Avenir en Confiance a transmis aujourd'hui, s'il n'y a pas de sanction à de tels actes qui sont des actes graves, puisque nous l'avons vu lors de cette journée du 4 octobre, des comités d'accueil parfois agressifs attendaient les électeurs, il y a eu des pressions, il y a eu des barrages filtrants, il y a eu tout un tas d'exactions, d'insultes à caractère parfois racial qui étaient proférées à l'égard des potentiels électeurs du non. Tout cela a totalement déstabiliser une partie des bureaux de vote. Et si cela n'est pas sanctionné, eh bien, tout nous laisse à penser que le camp du non à l'indépendance va considérer que, puisque ces actes ne sont pas considérés comme illégaux, eh bien, ils sont légitimes à aller eux aussi organiser des comités d'accueil devant les bureaux de vote si un troisième référendum se tient. Cela est un vrai problème pour l'ordre public en Nouvelle-Calédonie dans le contexte dans lequel nous sommes. Ça veut dire que pour le troisième référendum, où effectivement on peut craindre à nouveau, on le sent bien, on l'entend, des tensions. Vous demanderiez quoi, des renforts, un renforcement de la sécurité autour des bureaux de vote ? Ce qui s'est passé, en tout cas pour la deuxième consultation en Nouvelle-Calédonie, ne fait honte, je trouve, d'une certaine façon, à la nation française, et ne doit plus jamais se reproduire. Donc effectivement, les moyens doivent être mis en œuvre pour que les électeurs calédoniens n'aient aucune pression, aucune intimidation, et qu'il y ait une totale liberté de vote dans un vote, une consultation qui est si essentielle pour la Nouvelle-Calédonie, qui est un enjeu de souveraineté et qui est donc un enjeu majeur. Et sinon, vous seriez prêt à inviter les partisans du non à faire la même chose, à les manifester auprès des bureaux de vote ? Écoutez, nous n'en sommes pas là, mais en tout cas, cette décision du Conseil d'État qui ne condamne pas les actes graves et les irrégularités qui se sont produites pose vraiment la question et le problème. Et je vais vous dire, on a passé des heures en réunion à organiser dans les moindres détails la consultation. On fait venir à grands frais en Nouvelle-Calédonie des observateurs de l'ONU pour en arriver à un tel résultat. Donc, je pense qu'au lieu de se perdre parfois dans des détails, il convient que cette consultation se déroule dans des conditions d'état de droit en Nouvelle-Calédonie. C'est le minimum syndical que nous puissions réclamer. Donc voilà pour cette actualité immédiate, elle date de ce matin. D'hier soir, on a appris la décision du Conseil d'État. L'autre fait de la semaine, c'est la séance du Sénat consacrée à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. C'était dans la nuit de mardi à mercredi pour nous. Et la présentation par le sénateur Pierre Frogier de sa proposition de solution politique et institutionnelle. Il propose il appelle à savoir négocier un désaccord. Vous adhérez globalement à cette proposition ? Écoutez, je considère que, premièrement, le sénateur Pierre Frogier a toute la légitimité par le fait qu'il a 40 ans d'expérience et de vie politique calédonienne, qu'il est signataire des 2 accords que la Nouvelle-Calédonie a connus et que de surcroît aujourd'hui il est sénateur de la République française. Donc sa légitimité est incontestable à poser dans le débat démocratique calédonien des vraies idées et des vraies propositions. Et je considère que cette proposition en est une. Elle dresse des pistes de réflexion qui sont particulièrement intéressantes et qu'il convient effectivement d'étudier, d'examiner, de nourrir et de discuter au sein des non-indépendantistes, des loyalistes
loyalistes en Nouvelle-Calédonie. L'un des reproches qui lui a été fait, c'est de l'avoir fait à Paris plutôt que d'avoir proposé à Nouméa, qu'il l'ait fait devant le Sénat. Ça vous paraît une bonne politique, une bonne manière d'informer aussi bien la classe politique que les Calédoniens? Je considère, vous savez, que d'abord, il y a eu un grand nombre de consultations opérées par le sénateur Pierre Frogier, puisque un grand nombre de responsables politiques, les maires, les responsables non indépendantistes de l'Avenir en Confiance et des loyalistes plus généralement, ont tous été consultés par Pierre Frogier, ont tous été sollicités, ont tous eu des réunions où il a partagé avec nous sa réflexion depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, et que ce partage était suivi de la rédaction de sa pensée, de sa réflexion, qui aujourd'hui est disponible pour les Calédoniens, puisqu'il y a un petit recueil qui est assez bref, mais qui synthétise l'objet à la fois du constat qu'il fait, mais aussi de la proposition qu'il met sur la table, et qui est disponible le plus largement possible. Donc, on peut discuter de ça. Moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est que dans sa déclaration au Sénat, la première phrase qu'il prononce est à l'attention des Calédoniens, en disant qu'en formulant cette proposition devant le Palais du Luxembourg et devant les sénateurs et le ministre, c'est à eux avant tout qu'ils pensent. Alors, on retient notamment deux principes de cette proposition, la nécessité d'avoir cette terre en partage et la réaffirmation de la prééminence de la collectivité provinciale. Mais vous le disiez, il y a aussi un constat d'abord. Pierre Frogier fait le constat que l'accord de Nouméa a conduit la Calédonie dans une impasse. Certains vous diront au contraire que le processus se déroule normalement, qu'il va y avoir les 3 référendums, qu'après, si le non l'emporte une 3e fois, les signataires, les partenaires se mettront autour de la table et que donc, il n'y a pas d'impasse, il y a une sortie prévue de l'accord de Nouméa. Vous, en quoi vous estimez, et est-ce que vous partagez cette analyse, que la Calédonie est aujourd'hui dans une impasse? Écoutez, je pense que n'importe quel observateur de la vie calédonienne, même extérieur et qui ne connaît pas la Calédonie, le constaterait. Ça fait 3 mois que nous n'avons pas de gouvernement en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a une concurrence et une guerre fratricide entre les provinces, et ça n'est pas d'hier, ça date depuis un certain nombre d'années déjà. Vous voyez, par exemple, quand le président de la province Nord attaque la décision de l'Assemblée de la province Sud sur la cession de Vallée, de l'usine du Sud, où la présidente de la province Sud a trouvé un accord pour faire fonctionner cette usine, vous voyez bien qu'on est aujourd'hui dans une guerre entre nous qui n'a pas de sens, qui est complètement stérile, et qu'il convient finalement, et c'est l'objet de la proposition de Pierre Frogier, de dire que nous sommes désunis aujourd'hui. Nous voyons comment les consultations se sont passées et qu'il y a nécessité de redonner de l'unité à la Nouvelle-Calédonie. Et moi, je considère que la proposition et les pistes de réflexion que propose Pierre Frogier sont le seul moyen de redonner de l'unité à la Nouvelle-Calédonie. Parce que, comme il le dit très justement, nous faisons le constat tous que nous avons des différences en Nouvelle-Calédonie. Il y a une très belle phrase qu'il cite. Il dit il s'agit d'unifier en harmonisant nos contraires et certainement pas d'uniformiser en écrasant nos différences. Et je considère que pour redonner de l'unité à la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, il faut vraiment reconnaître nos différences. Et je pense que c'est vraiment la base de la proposition et de la réflexion du sénateur aujourd'hui. Le constat, c'est aussi tout de même que les 3 référendums ne servent à rien et qu'ils n'aboutiront à aucune solution pour la Nouvelle-Calédonie. Nous savons que ces référendums ne proposent pas d'évolution, de solutions d'avenir pour les Calédoniens et qu'ils génèrent à la fois de l'instabilité, qu'ils ne donnent pas de visibilité d'abord aux habitants de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi au monde économique, aux acteurs économiques. Il y a de la défiance vis-à-vis de l'évolution de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Donc effectivement, nous savons bien que de toute façon, nous irons vers à terme une solution pour la Nouvelle-Calédonie et il faut aujourd'hui réfléchir sur des solutions et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas la première qui est posée sur la table est celle de Pierre Frogier aujourd'hui. Je pense que au sein des loyalistes, il y a une vraie réflexion qui est menée pour effectivement voir quelle sera aussi la solution que nous porterons à partir de la réflexion qui est posée sur la table aujourd'hui. Et c'est important, vous le savez aussi, de pouvoir parler à un moment donné d'une voix la plus unie possible face aux indépendantistes, car ce que nous souhaitons avant tout aussi, c'est le maintien de la Nouvelle-Calédonie et de ces 3 provinces au sein de la République française. Alors pour revenir un peu dans le détail de cette proposition, Pierre Frogier propose de revenir aux fondamentaux des accords de Matignon avec une provincialisation accrue. Vous l'avez déjà abordé, mais comment ça se passerait concrètement? Comment est-ce qu'on peut donner plus de compétences aux provinces et comment est-ce que ça peut se vivre tous les jours? Oui, effectivement, j'essaie de vous l'expliquer. Aujourd'hui, pourquoi nous nous battons parfois entre les provinces? Parce qu'on veut nous faire croire qu'il n'y a qu'un seul modèle pour les 3 provinces. C'est un peu ça la réalité. Si demain, nous revenons à l'esprit de l'accord de Matignon de 88, de donner davantage de compétences aux provinces, elles n'auront pas à rougir parfois de faire des choix différents. Regardez, je parlais du nickel tout à l'heure. En province sud, la présidente de la province sud a obtenu un accord sur la base
notamment de la location de nos titres miniers pour pouvoir faire des retombées économiques pour la province sud. Je sais que le Nord est totalement opposé à cette solution. Est-ce un problème ? Est-ce un problème ? Pouvons-nous avoir 2 modèles industriels en Nouvelle-Calédonie ? La réponse est oui, parce que les réalités peuvent être différentes, parce qu'il n'y a pas un modèle qui doit s'imposer à tous. La crise sanitaire a été source d'enseignement à ce niveau. Quand vous voyez par exemple la province Nord qui n'a pas fait le choix de la réouverture des écoles lorsqu'il y avait le confinement en même temps que la province Sud, parce que l'appréhension vis-à-vis de ce virus en province Nord n'était peut-être pas la même que celle des habitants de la province Sud, parce qu'il y avait une réalité qui était différente. Est-ce un problème ? Non, ça n'en est pas un. Quand les aides économiques à destination des entreprises en province Nord et en province Sud ne se font pas de la même façon, est-ce un problème ? Et je considère que non. Je considère que permettre aux provinces de récupérer des compétences qu'elles n'ont pas forcément aujourd'hui et où un modèle est calqué sur elles, eh bien, est une chance parce que nous allons pouvoir reconnaître ces différences, montrer que nos 3 provinces sont complémentaires et non pas concurrentes et qu'elles ont tout intérêt à, effectivement, développer des modèles qui sont en vraie réalité avec leur population. Avec un élément... Le régime électoral, le droit électoral de chaque assemblée de province pour élire l'assemblée de province pourrait là aussi dépendre de chacune des provinces. Il pourrait être différent en fonction des provinces. C'est l'une des propositions que formule Pierre Frogier. Oui, eh bien écoutez, ça c'est un débat de fond dans la société calédonienne. Vous savez qu'il y a plus de 40 000 personnes aujourd'hui qui sont exclues du corps électoral, entre guillemets, citoyen, celui qui confère la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Des personnes qui sont là depuis plus de 20 ans pour certaines, d'autres jeunes Calédoniens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie. On voit bien qu'il y a une vraie crispation vis-à-vis de cette solution. La majorité, finalement, de ces électeurs sont principalement en province sud. Il y a peut-être matière, effectivement, à réfléchir, en tout cas c'est le sens de la proposition là du sénateur, à ce que ce régime électoral soit effectivement envisagé par les différentes provinces dans le respect des principes constitutionnels. Puisque cette proposition qui est posée comme celle qui sera soutenue par les loyalistes était une proposition au sein de la République française pour nos 3 provinces. Ça veut dire que de toute façon, les principes constitutionnels devront être respectés par tout le monde. C'est un état de droit que nous voulons en Calédonie. Et l'État garde les compétences régaliennes, évidemment, dans cette proposition que fait Pierre Frogier. En revanche, alors, l'autre innovation, c'est plus de congrès, plus de gouvernement. Comment serait assurée l'unité de la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'il y aurait quand même une politique commune ou non ? Écoutez, en tout cas, c'est un débat que nous devons avoir sur ces 2 institutions, gouvernement et province. Nous, ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le Congrès est là pour uniquement faire la guerre entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Ce que nous avons vécu la semaine dernière, où vous avez des indépendantistes qui refusent de voter des voies essentielles en matière économique sur le seul principe qu'il n'y a pas de gouvernement et donc on est en affaires courantes et que le gouvernement n'aurait pas le droit de venir devant le Congrès pour déposer des textes et des lois de pays importantes pour l'économie du territoire, alors même, je le rappelle, que ce sont les indépendantistes eux-mêmes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'élection d'un président du gouvernement. Enfin, vous voyez qu'on est quand même vraiment dans une impasse, donc il y a une vraie question à se poser. Pour répondre à votre question, il y a 2 outils, en tout cas moi, que je lis et que je comprends dans le projet que propose Pierre Frogier, qui sont des outils pour moi d'unité territoriale. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a une structure gouvernementale, d'une certaine façon, ce qu'il appelle un collège médiateur. Ce collège réunissant des représentants des 3 provinces, où justement, je comprends que la volonté, c'est qu'au sein de ce collège, les 3 provinces décident ensemble de mener des politiques publiques communes, c'est-à-dire qu'on le sait, il y a des compétences qui ne pourront pas intégralement aller vers les provinces et qui continueront d'être gérées en commun par les 3 provinces et donc à un échelon territorial, c'est une nécessité. Donc cet outil est vraiment là pour ça. Et puis lorsque l'on est par exemple sur des classements au patrimoine mondial de l'humanité, de zones de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas lieu de parler de 3 voix à l'extérieur. Et donc effectivement cet organe sera un organe de représentation de la Nouvelle-Calédonie. Et puis moi je vois un autre outil d'unité, c'est vous savez cette fameuse charte qui doit régir les droits fondamentaux au-delà des droits constitutionnels, puisque, encore une fois, cette proposition est au sein de la République française et que donc les droits fondamentaux de la Constitution française continuent de s'appliquer. Mais nous avons vocation en Nouvelle-Calédonie aussi à définir, il y a une charte prévue dans le projet de Pierre Frogier qui définit les droits fondamentaux. On pense à l'égalité homme-femme qui est un vrai souci en Nouvelle-Calédonie, on pense aux droits de propriété, on pense à des choses essentielles de la vie quotidienne des Calédoniens qui doit
s'appliquer à l'ensemble des Calédoniens des 3 provinces où qu'ils soient, et qui de toute façon donc feront que ces droits fondamentaux sont garantis pour tout le monde. Alors vous le savez tout de suite, dès que à peine Pierre Frogier avait-il proposé cette solution devant le Sénat, que les opposants, et même d'ailleurs pendant le débat au Sénat, ont crié à la partition. Comment vous réagissez à cette critique un peu récurrente, hein, dès que Pierre Frogier avait parlé de différenciation provinciale, le terme était sorti, et puis là, depuis mardi, voilà, les opposants disent tous partition, partition. Oui, alors c'est une sorte de leitmotiv. Alors, c'est même pire que ça, parce que là, carrément, on est passé de la partition à l'apartheid. Donc moi, je voulais quand même juste rappeler la définition, pour ceux qui ne le sauraient pas, de l'apartheid. La définition exacte, parce que chaque mot a du sens, et le mot apartheid a du sens. C'est affecter des populations selon des critères raciaux ou ethniques dans des zones géographiques. Je ne sais pas si les auteurs de tels propos savent que la majorité de la population mélanésienne aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie vit en province sud. Donc je ne sais pas pour eux si le fait d'avoir 3 provinces et de l'apartheid, si ça veut dire qu'on va répartir les gens selon des critères ethniques, sachant que la majorité des Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie vivent en province sud. Je considère que les députés Calédonie Ensemble et le sénateur Calédonie Ensemble ont fait vraiment une démarche politicarde sur ce sujet qui n'est pas à la hauteur des responsabilités qui leur sont confiées aujourd'hui, et qu'ils doivent revenir à un peu plus de responsabilité politique. Et à la limite, moi je demande à Calédonie Ensemble et aux parlementaires de Calédonie Ensemble ce qu'ils proposent. Parce que, et je voudrais juste vous dire ça, Elisabeth, à part critiquer cette proposition et la caricaturer avec des mots totalement outranciers, qui sont vraiment, encore une fois, pas à la hauteur de la responsabilité, je lis le post de Philippe Gomez sur le sujet qui nous dit la volonté d'accession, donc je cite Philippe Gomez, la volonté d'accession à la souveraineté du pays a des racines profondes, elle est intangible. La question n'est ni de la purger, ni de la contourner, ni de la nier. Il parle de l'indépendance, donc. La question, c'est comment revisiter notre lien avec la France tout en lui permettant de prendre corps. Donc, Philippe Gomez dit qu'il faut que l'indépendance prenne corps. Donc, est-ce que lui, son projet sur la table de rassemblement, de référendum rassembleur, c'est l'indépendance association? Parce que nous, je vais vous le dire, on ne défendra pas l'indépendance association, parce que nous sommes un groupe politique, l'Avenir en Confiance, qui a une légitimité électorale que nous ont confié les électeurs. Quand les électeurs ont voté pour nous, ils nous ont donné mandat pour défendre la Calédonie française, la Calédonie dans la France. Et jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle, c'est ce que chacun des élus de l'Avenir en Confiance défendra. Qu'est-ce qui va se passer maintenant après que cette proposition ait été rendue publique? Alors, lors de ce débat au Sénat, toujours Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, a dit qu'il mettrait la proposition de Pierre Frogier sur la table lors de la réunion à Paris à la fin du mois. Vous pensez qu'elle peut servir de base à un consensus, à des discussions qu'on va continuer à en parler et qu'elle va peut-être être développée et précisée? C'est une piste de réflexion très utile. Effectivement, c'est très bien que le ministre dise qu'elle va être mise sur la table. Nous, on va bien sûr discuter entre nous au sein du camp non indépendantiste, au travers de la proposition qui est faite aujourd'hui, de ce que nous souhaitons, de la façon dont nous allons formaliser les choses. Et je considère effectivement qu'il y a vraiment lieu aujourd'hui de discuter entre indépendantistes, non-indépendantistes et évidemment l'État. Et donc cette rencontre parisienne, vous savez, nous, il n'est pas question pour nous de la boycotter. Nous considérons que nous devons discuter pour trouver une solution d'avenir pour les Calédoniens. C'est de l'ordre de notre responsabilité et nous le ferons à chaque fois qu'il nous est donné la possibilité de le faire. Le format Le Pré d'Ours, c'est le bon. Il y a eu beaucoup de discussions dessus. Quand le Premier ministre a lancé les invitations, il y a eu des contestations en disant que ce n'était pas forcément les responsables les plus légitimes qui étaient invités. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le format n'est pas une affaire négligeable. C'est-à-dire que moi, je considère pour qu'une réunion soit productive, il faut qu'elle soit représentative. Et donc effectivement, plusieurs de nos responsables ont indiqué que pour eux, le format des Pré d'Ours devait être élargi. Je le rappelle, moi ce que je veux dire en matière de représentativité, c'est qu'on ne peut pas truquer le résultat, le match des élections qui se sont tenues en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas renier le résultat des urnes. Je vous précise que j'ai l'honneur de présider un groupe au Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui comprend 18 élus, soit à lui tout seul, un tiers des membres du boulevard Vauban. Donc effectivement ce format est important, il doit être représentatif et nous serons, et la présidente de la province sud l'a indiqué en tout cas au ministre, nous serons en délégation à Paris dont je fais partie, mais aussi des maires
tels que Alcide Ponga, maire de la province Nord et de la côte Est, Willy Gattuo, maire d'une grande commune de l'agglomération de la province Sud, parce qu'en plus ces maires ont un rôle majeur à jouer dans la solution d'avenir. Les communes et la place des communes est déterminante aussi dans ce que nous allons travailler et réfléchir. Et donc nous serons en délégation à Paris, nous irons donc aux rencontres avec le ministre en espérant que le ministre nous laissera sa porte ouverte. Et alors selon vous, est-ce que les indépendantistes vont répondre à l'invitation du Premier ministre? Pour l'instant c'est un peu confus leur position, et s'ils ne viennent pas, est-ce qu'il y a quand même un intérêt à y aller, puisque vous ne pourrez pas discuter avec eux en tout cas? Écoutez, en tous les cas, je ne suis pas persuadée que ça soit unanime au sein du camp indépendantiste de ne pas aller à Paris. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu des communications pour dire que l'Union calédonienne pensait se rendre aussi en délégation pour aller à la rencontre du ministre et des représentants de l'État. C'est à eux de se positionner là-dessus. Moi, je trouve ça regrettable. Je considère qu'il ne faut jamais bouder le dialogue, surtout quand il s'agit de l'avenir des Calédoniens. Je crois que c'est le mandat qu'ils nous ont confié d'aller défendre aussi ce pourquoi ils nous ont élus. Alors vous-même, vous avez boudé quand même hier. Vous n'avez pas répondu à l'invitation du haut-commissaire pour la restitution de la fameuse consultation citoyenne demandée par le ministre des Outre-mer. Pourquoi vous avez choisi de ne pas y aller? Les indépendantistes non plus, ils avaient annoncé qu'ils n'iraient pas. Mais oui. Vous, ça a surpris? On attend un petit peu des clarifications sur effectivement le contenu de la réunion à Paris, la façon dont les choses se font. Voilà, quand ces clarifications seront levées, pour l'instant on est un petit peu dans le flou, donc c'était un peu l'objet aussi de notre retrait sur cette réunion. C'était pour passer le message? Sans doute. Le ministre des Outre-mer parle également beaucoup du fameux document de l'État sur les conséquences du oui et du non. Il doit être rendu public là aussi avant votre départ pour Paris, et il doit être examiné lors de cette réunion parisienne. C'est un document utile. À quoi va-t-il servir? Est-ce que vous l'attendez? Alors oui, c'est un document utile, mais il aurait été souhaitable, si vous voulez, parce que là on arrive à la 3e consultation, que c'est pu être fait plus tôt, que cela ait pu être fait plus tôt. Mais oui, bien sûr, c'est un document utile en tout état de cause. Vous le savez, nous avons défendu le fait qu'il serait préférable, parce qu'on a vu ce que généraient les 2 premiers référendums en matière d'instabilité, et donc il serait préférable que le 3e référendum soit un référendum de projet pour les Calédoniens. À 2 reprises, le choix des Calédoniens a été le même. Le non à l'indépendance l'a emporté en Nouvelle-Calédonie, donc un choix et pas de majorité pour l'indépendance. À partir de ce choix, il convenait pour nous de rentrer en négociation et d'aller sur un référendum de projet. Mais on a bien vu que les indépendantistes ont déposé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, enfin en tout cas ont écrit au commissaire pour demander la tenue du référendum binaire, la 3e consultation de l'accord de Nouméa. Quel que soit le référendum, Elisabeth, nous, en tout cas côté Avenir en Confiance, nous souhaitons que cette consultation se tienne le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, parce que nous pensons qu'il faut dégager l'horizon des Calédoniens. Et d'ailleurs, la présidente de la province Sud a inscrit un vœu en ce sens pour la prochaine assemblée de la province qui se tiendra le 12 mai, la semaine prochaine, pour demander effectivement la tenue du référendum de quelque nature qu'il soit le plus tôt possible, avant la fin de l'année 2021. Un vœu de la province Sud, donc le plus tôt possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire septembre, octobre, c'est dans ces eaux-là de cette année que vous pensez que ce 3e référendum pourrait être organisé? Alors vous savez que pour des raisons juridiques, nous n'avons pas la possibilité de tenir ce référendum avant le 4 octobre de cette année, puisque c'est le référendum suivant doit être organisé dans la 2e année. Nous, on considère qu'entre octobre et novembre, même décembre, peu importe, mais en tout cas, que l'on solde ces référendums qui sont diviseurs pour la société calédonienne, qui opposent nos populations, qui ne génèrent pas de la stabilité en Nouvelle-Calédonie, eh bien qu'on les solde le plus rapidement possible, et plus tôt nous arriverons à une vraie discussion pour essayer de construire notre avenir au travers d'une solution apaisée qui rassemble nos populations, mieux ce sera. En même temps, on va vous dire que plus c'est vite, moins vous aurez le temps de discuter une solution avant, et que donc ce sera forcément un référendum semblable aux 2 premiers. Le constat que l'on fait, c'est que très souvent, les accords se sont négociés au pied du mur. Et il n'a pas fallu 12 mois pour faire un accord lorsque vraiment on était au pied du mur. Et c'est que finalement, lorsqu'on laisse le temps, là, qu'on fait une sorte de politique, excusez-moi l'expression, mais un peu du chien crevé au fil de l'eau, là, que finalement les choses traînent et n'avancent pas. Donc nous, on considère que nous sommes en avril, c'est décembre. Il y a un certain nombre de mois qui nous séparent de la fin de l'année et qu'il y a tout lieu de pouvoir avoir une consultation avant la fin de 2021. Et ce nouveau statut, selon vous, pourrait être donc inspiré par la proposition de Pierre Frogier? C'est sur cette base-là, à votre avis, que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie pourrait se construire dans les années qui viennent?
sur le fait de redonner des compétences aux provinces, nous sommes, je crois, assez unis au sein de l'Avenir en confiance pour défendre cela. Et donc, effectivement, nous sommes, on l'a tous dit, Sonia Baca s'est exprimée là-dessus, Thierry Santa s'est exprimé, Gilles Brial s'est exprimé. Nous sommes favorables à ce retour vers les provinces pour, encore une fois, accepter nos différences et se regarder avec respect, en reconnaissance. Parce que si, vous savez, je vais vous dire, si on ne reconnaît pas les différences qui existent réellement en Nouvelle-Calédonie entre ces trois provinces et leur mode de fonctionnement, ça va mal finir. Donc, je considère effectivement qu'il faut, à partir de la proposition qui est posée, essayer de dégager l'horizon des Calédoniens avec une solution respectueuse pour les réalités de notre pays. Encore une question qui concerne l'actualité politique, l'appui immédiat, puisque ça traîne depuis un moment. Le 12 mai, les membres du 17e gouvernement sont convoqués pour élire leur président. Vous pensez qu'ils vont y arriver ? Chaque semaine au Congrès, puisque nous sommes réunis chaque semaine au Congrès, j'en sais quelque chose, les indépendantistes nous disent « Ne vous inquiétez pas, dans 3 jours, il y aura un gouvernement ». Chaque semaine, lorsqu'on les retrouve, on s'aperçoit qu'il n'y a toujours pas de nouveau gouvernement. Franchement, je trouve que c'est du domaine de l'irresponsabilité. Nous sommes dans une situation difficile et grave en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Le fait que le gouvernement, qui a un certain nombre de compétences aujourd'hui, ne soit pas actif et soit en intérim, soit en affaires courantes, est dramatique pour le territoire. Donc, on le voit bien, ils ne se mettent pas d'accord, souvent sur des histoires de personnes. Je considère qu'ils montrent là la limite de leur exercice. Et si l'indépendance qu'ils souhaitent, puisqu'ils souhaitent l'indépendance, eh bien, c'est cette instabilité institutionnelle permanente et l'incapacité d'arriver à trouver des solutions pour emmener la Nouvelle-Calédonie vers quelque chose de stable, je pense qu'il faut que chacun des Calédoniens en tire les conséquences, et notamment les Calédoniens qui croient au oui à l'indépendance. Il faut qu'ils se posent des questions. Nous avons été beaucoup critiqués. Le gouvernement Thierry Santa n'a pas cessé d'être critiqué par les indépendantistes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il a subi un nombre de motions préjudicielles, de situations où les textes, alors qu'ils avaient été adoptés quasiment à l'unanimité au gouvernement, étaient blackboulés par les indépendantistes au Congrès. Et aujourd'hui, alors que par des moyens critiquables selon moi, ils se sont emparés d'une majorité au gouvernement, eh bien, ils sont en incapacité de faire fonctionner cette institution. En tout cas, c'est cela l'enseignement de cette situation. Et on en saura donc plus peut-être le 12 mai. Virginie Ruffnac, merci d'accepter notre invitation.